Aujourd'hui, je vous présente mon top 5 des publications les plus trompeuses au sujet du marketing de réseau. Mon nom est Josie et bienvenue à ma chaîne Josie Raconte et re-bienvenue aux personnes qui ont déjà regardé mes vidéos. J'ai sélectionné pour vous 5 publications que je trouve qui sont extrêmement trompeuses et qui ont été publiées récemment sur les réseaux sociaux. On va regarder ensemble pourquoi je trouve que c'est problématique. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être notifié quand je publie une nouvelle vidéo. On regarde le disclaimer et ensuite on va aller voir les publications en question. Donc ici, on a une publication de Madame Coach, qui est en fait une coach Beachbody ou partenaire body maintenant comme on les appelle. La confiance en soi, ça dérange. La véritable beauté réside dans la confiance en soi. C'est cette lumière intérieure qui rayonne à travers nous et qui fait briller chaque aspect de notre personne. Ça, c'est vrai. Quand on a confiance en nous, les gens le ressentent. Il y a des personnes qui ont aussi peu de confiance en elles et ça veut pas dire qu'on va les repousser et qu'on voudra pas s'entourer de ces personnes-là. Dernièrement, lorsque j'ai ouvert la porte à mes abonnés pour qu'ils me posent des questions, j'ai reçu des commentaires anonymes disant que j'étais une personne qui semblait se trouver belle, qui était trop confiante et que je devais être plus modeste. Est-ce qu'elle reformule ces phrases qui ont été dites pour mettre en contexte selon son interprétation de ce qui a été dit ou est-ce que ça a été dit mot pour mot? Ça, on sait pas. C'est vrai que ça peut être un peu méchant de dire ça, mais s'il y a plusieurs personnes qui nous reprochent qu'on a un peu d'arrogance peut-être et qu'on devrait être plus modeste, peut-être que c'est un message qu'on devrait écouter. Des fois, les retours des gens, ça peut nous aider à mieux comprendre comment les gens nous perçoivent et soit à nous ajuster ou à changer nos comportements si vraiment il y a un problème. Donc là, elle dit, les 2 questions qui me sont venues en tête ont été, qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir confiance en soi? Rien. À partir de quel âge on est supposé d'arrêter de se trouver belle? Je pense pas que c'est ça que les gens voulaient dire, mais bon. Je ne peux m'empêcher d'ajouter ceci. La confiance en soi n'est pas synonyme d'arrogance. Fait que c'est elle-même qui le dit, donc est-ce que quelqu'un lui a reproché d'être arrogante? C'est possible. Si oui, alors là, je comprends un peu le contexte. C'est une force tranquille qui se dégage de l'acceptation de soi et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir à soi. Puis honnêtement, il y a une partie, selon moi, de la confiance en nous qui est reliée à notre perception qu'on a de nous-mêmes. Mais selon les contextes, selon les situations, des fois, notre confiance va être différente juste parce qu'on a peut-être moins d'expérience. Donc, peut-être que j'ai full confiance en mes capacités à faire quelque chose que ça fait 10 ans que je fais versus quelque chose que je commence, je vais avoir un peu moins confiance. Fait que c'est quand même relatif. Ma mission en étant sur les médias sociaux est d'encourager chaque femme à embrasser sa propre beauté, à savoir telle qu'elle est, unique et exceptionnelle. Est-ce que c'est vrai? Si tu promouvois des programmes Beachbody qui mettent de l'avant des corps parfaits dans leur publicité, ou ce qu'on pourrait penser en tant que société qui est parfait, qui se concentre sur l'apparence physique et la perte de poids. Si tu mets ces genres de programmes-là de l'avant, ça laisse sous-entendre un petit message que l'apparence physique est importante pour avoir confiance en nous. Donc, il y a comme un clash dans son discours du fait qu'elle dit qu'elle veut que les gens s'acceptent comme elles sont ou que ses clientes s'acceptent comme elles sont, mais en même temps, elle va leur proposer des programmes d'entraînement pour perdre du poids puis changer leur apparence physique. J'ai moi-même perdu ma confiance et mon estime personnelle pendant plusieurs années lorsque je vivais des troubles alimentaires, mais je n'ai jamais perdu de vue cet objectif d'apprendre à m'aimer, à retrouver la Marie-Philippe confiante d'avant et je suis fière d'avoir choisi ce chemin positif. D'incorporer dans son discours, son marketing, ses troubles alimentaires, si elle en a eu ou pas, ou qu'elle a été diagnostiquée ou pas, en tout cas, ça lui appartient, mais de mettre ça dans son marketing pour recruter des gens dans Beachbody, c'est vraiment dégueulasse. Alors non, ça n'a pas sa place dans ce message-là, désolée. À mes yeux, la vraie beauté n'est pas définie par les normes extérieures, mais par la façon dont nous embrassons notre unicité et rayonnons de confiance. Si l'apparence n'est pas si importante pour toi, alors peux-tu m'expliquer pourquoi ton fil Instagram est aussi parfait, pourquoi les photos sont aussi parfaites, que tu montres souvent ton corps et, tu sais, comme, le discours ne fit pas avec ce qu'elle vend
et ce qu'elle met de l'avant. Désolée, c'est pas cohérent. Par contre, il est désolant de constater que souvent les gens semblent mieux accepter une personne qui doute d'elle-même ou qui se dévalorise constamment plutôt que quelqu'un qui se valorise. Et ça prouve qu'il y a encore du travail de société à faire sur les perceptions de la confiance et de l'estime de soi. Je pense que toi, t'as encore du travail à faire si tu penses que les programmes Beachbody aident ta clientèle à avoir confiance en elles et en ce qu'elles ont l'air en ce moment et comment elles sont dans leur corps en ce moment. Alors, c'est ce que j'en pense. J'en pense qu'il y a encore un gros manque de cohérence, puis que de mettre ce genre de message-là de l'avant pour ensuite recruter des gens dans Beachbody, je trouve que elle a pas vraiment sa place. Puis en plus, elle a demandé à sa communauté de lui donner du feedback. Puis ça, c'est la preuve, encore une fois, qu'en marketing de réseau, le feedback, s'il est positif, tout le monde est content. Mais la minute qu'on va questionner, douter ou dire quelque chose un peu plus négatif, qui est peut-être plus malaisant, plus inconfortable à entendre, ben là, on va se faire dire « Ah, t'es une personne négative, ah, on veut pas de toi, bye. Pas de temps, on veut plus te parler. » On va à la deuxième publication que je voulais vous présenter. On parle de Frank Jalbert. Lui, son contenu, je le trouve assez intéressant. J'aime ça lire ce qu'il dit parce que pas d'allure. Pour l'un de vos amis qui vous dit « c'est une arnaque », en parlant du marketing de réseau, sûrement, sachez simplement qu'ils sont probablement entre deux, dans l'incompréhension au sujet de l'argent, ça c'est le premier, ou en cuisine, toujours chez McDo. Fait que soit qu'on est niaiseux pis qu'on comprend pas comment faire de l'argent, ou qu'on travaille encore chez McDonald's, pis c'est pour ça qu'on dit que c'est une arnaque. Je vois pas le rapport, pas pantoute. Premièrement, si on travaille chez McDonald's, on a un poste qui est déjà beaucoup meilleur, ça se dit pas, mais qui est beaucoup mieux que être rep en marketing de réseau, parce qu'on a un horaire fixe ou on a un horaire qui nous est proposé à chaque semaine, avec une paye, un salaire fixe aussi, on est payé plus que le salaire minimum. Et on a une formation qui, par la suite, est reconnue par plusieurs autres entreprises et qui a de la valeur. Tandis qu'en marketing de réseau, on n'a pas de salaire fixe, on n'a pas d'heures promises et notre formation ne vaut absolument plus rien une fois qu'on sort du marketing de réseau. Donc, les personnes qui travaillent chez McDonald's, on va les laisser tranquilles parce que je pense qu'ils sont dans une meilleure position que les personnes en marketing de réseau. En tout cas, 99% des personnes en marketing de réseau. Peut-être que c'est une arnaque parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont été en marketing de réseau, qui ont constaté ce qui se passait vraiment dans l'industrie et qui se sont dit il y a un gros manque d'éthique, les gens travaillent sans être rémunérés et les compagnies font des milliers, milliards, millions, peu importe, de dollars. Donc, peut-être qu'on penserait par la suite que c'est une arnaque parce qu'on a eu cette expérience-là et que plusieurs autres personnes, genre 99% des personnes, ont vécu une expérience similaire aussi. OK. Bon, on continue. Ne discutez jamais avec un imbécile car de loin, vous ne pouvez pas dire qui est lequel. Les gens ne savent tout simplement pas ce qu'ils ne savent pas. J'ai été assez longtemps dans le marketing de réseau pour pouvoir dire que c'est une arnaque. Et selon les expériences de beaucoup d'autres personnes, c'est une arnaque. Alors, c'est valable et on sait de quoi on parle. Nous vivons dans un monde d'aveugles guidant les aveugles. Qu'est-ce que t'as contre les aveugles? Tout le monde ne comprendra pas votre vision et ne verra pas vos rêves. C'est à noter que quand on voit quelqu'un qui dit « ben c'est parce que les autres, ils nous comprennent pas », ça commence à être un peu sectaire, parce que là, on crée un isolement, puis on essaie de repousser toutes les gens qui vont critiquer ce qu'on fait. Ce qui est pas normal, parce que dans la vie, il faudrait avoir l'opportunité de critiquer de manière saine ce qui se fait pour avoir une société qui est fonctionnelle et aussi pour s'assurer que tout le monde est en sécurité. On continue. Très probablement, vous gagnerez plus d'argent avec des étrangers qu'avec vos meilleurs amis. Honnêtement, quand je vais magasiner, la plupart du temps, j'achète
chez des étrangers, comme au magasin, à l'épicerie. Et il n'y a pas de problème avec ça. Les amitiés sont là pour passer des bons moments, apprendre à se connaître, se soutenir entre nous, mais il n'y a pas d'attente monétaire, puis c'est ça qui fait que l'amitié, c'est vraiment différent comme relation. Tandis que si on a des amis pour les recruter dans notre MLM, ben c'est vraiment juste transactionnel, puis c'est pas des vrais amis, puis en fait, ça risque de ruiner toutes nos relations avec ces personnes-là. Donc souvent, c'est mieux de séparer business et amitié pour pas qu'il y ait de malentendus, parce que dès qu'il y a de l'argent en jeu, ça peut créer des problèmes. Alors, moi, je pense qu'il n'y a rien de mal à acheter chez des étrangers et à avoir des amis qui nous vendent pas rien et qui s'attendent pas qu'on leur achète rien comme ça. Moins de problèmes. C'est tout. Bon, on continue. C'est 100% vrai avec mon histoire. Nos amis et notre entourage ne nous voient que par qui nous sommes et non pas où on veut aller. Mais c'est bien hein, que nos amis et notre entourage nous voient pour qui on est et comprennent que peut-être on est vulnérable en ce moment et qu'on est attiré vers une opportunité qui va nous faire plus de mal que de bien à long terme et qui va nous mettre dans le trouble. Alors si oui, on a des bons amis, un bon entourage, puis malheureusement, si on se joint au marketing de réseau, il y a de fortes chances qu'on perde ces amis-là et cet entourage-là. Donc, c'est à garder en tête. Mais les étrangers ne vous connaissent que pour l'endroit où on va. Alors, vu qu'ils connaissent pas qui tu es vraiment, tu peux leur dire n'importe quoi, ils vont te croire, puis ils vont embarquer, parce que s'ils savaient vraiment qui tu es, peut-être qu'ils te feraient pas confiance. Je sais pas, je dis ça de même. C'est fou comme vous pouvez trouver 10 amis avec qui faire la fête, mais pas un pour bâtir une business avec. C'est ça la vraie arnaque, mes amis. C'est sûr que c'est facile de trouver 10 amis avec qui faire la fête, il y a moins de risques. On paye pour notre consommation, mettons qu'on sort dans un bar, dans un resto, peu importe. On paye notre consommation, à la fin de la soirée, on retourne chez nous, puis that's it. Si on part une business avec ces gens-là, il y a le risque de ruiner l'amitié, s'il y a des conflits. Il y a des risques financiers, il y a plein de risques à considérer autres que un simple party. Fait que ça n'a pas vraiment rapport à comparaison. 3e publication du top 5. On va aller voir Madame Alexandra Sauvé. Alors, Alexandra nous dit « Happy Women's Day to every woman I know ». Ah, je vais mettre la traduction. Puis on va le traduire. OK, alors c'est Bonne journée internationale des droits des femmes à toutes les femmes que je connais. Une journée si puissante, je suis tellement reconnaissante que Dieu ait fait de moi une femme, m'a donné des filles à élever et d'avoir une entreprise avec plus de 80% de femmes impliquées. Fait que là, elle est en train de nous dire que dans son entreprise Arbonne, c'est pas son entreprise, dans Arbonne, dans son équipe Arbonne, 80% de son équipe sont des femmes. Donc, ça veut dire que elle est consciente qu'il y a juste 1% de ces 80% de femmes-là qui vont réussir à faire un revenu qui a de l'allure, faire un profit. Et le reste, 99% autres, too bad pour eux autres. Alors, est-ce que tu soutiens vraiment les femmes? Je sais pas. Femmes fortes, puissons-nous les connaître que nous les élevons. OK? J'ai célébré la journée des femmes sur la plage ce matin avec une foule de femmes à haute vibe. Fait que, grâce à ces 80% de femmes qui sont dans mon équipe et dont 99% d'entre elles vont perdre de l'argent sûrement avec moi, grâce à ces femmes-là, moi aujourd'hui, je peux célébrer sur la plage. Et c'est vraiment aberrant d'entendre ça, là, ça n'a pas d'allure, comme incroyable. Vraiment, là, c'est vraiment inapproprié, je pense, comme publication. Puis c'est trompeur parce qu'on peut se dire « Ah, wow, il y a 80% de femmes dans son équipe », mais quand on sait que la majorité de ces personnes-là perdent de l'argent et que c'est comme ça qu'elle, Alexandra, fait son argent par les pertes de ces autres personnes, ça, c'est pas soutenir d'autres femmes. Je suis désolée, ça, c'est abuser des autres femmes. Ou abuser de la confiance des autres femmes. OK, prochaine publication. On va aller regarder la publication de Émilie Robidas, qui est une coach Beachbody également, mais pas n'importe laquelle. C'est la
première coach Beachbody au Québec. C'est elle qui a ouvert le marché, qui est depuis longtemps la top de toutes les Québécoises. L'entrepreneuriat n'est pas une loterie. Je ne sais pas si tu connais les statistiques par rapport aux entreprises qui se lancent et qui ne durent pas plus de 5 ans, qui n'arrivent pas à être profitables et qui ferment leurs portes. On peut pas devenir entrepreneur puis se dire ben, j'espère que j'ai la combinaison gagnante et je vais prier et tenter de manifester le succès dans ma vie. Il faut être proactif, il faut être créatif, il faut être résilient, il faut avoir du leadership, il faut être débrouillard, il faut savoir passer par-dessus les obstacles. Il faut comprendre l'environnement dans lequel on évolue. Il faut être stratégique, il faut avoir de l'imagination. Il faut toujours être en mode solution. Le marketing de réseau, c'est la même chose. C'est une entreprise. Si tu te lances avec l'idée que c'est une loterie, puis que tu espères avoir la combinaison gagnante, tu as autant de chances de devenir millionnaire que de t'acheter un billet de loto. La différence avec le marketing de réseau, c'est que l'investissement est souvent très minime. Pour ma part, ça fait des années que j'ai mon entreprise, ça fait 10 ans que je suis dans cette industrie. Ça me coûte 20 $ par mois pour avoir un service à la clientèle, pour avoir un service d'envoi. J'ai pas de quota, j'ai pas à maintenir un inventaire. Je veux dire, j'ai des outils marketing qui me sont offerts. Tout est là pour moi. Mais quand je me suis lancée, j'ai décidé de traiter cette opportunité-là comme une vraie opportunité d'affaires. Pas une opportunité à 20 $ par mois, mais un chiffre que je voyais qui était réalisable, comme dans toute autre entreprise, si on met les efforts nécessaires, puis si on développe nos habiletés, puis qu'on s'investit réellement dans notre succès, en étant proactif et non pas en attendant que les gens viennent sonner à notre porte parce qu'on a ouvert une business. Être entrepreneur, c'est pas une loterie. OK. Donc, elle nous dit que l'entrepreneuriat, c'est pas une loterie. Puis, je pense qu'elle dit ça parce que, justement, la communauté anti-MLM dit de plus en plus qu'on a plus de chances de gagner à la loterie que de réussir en marketing de réseau. Puis là, elle est en train de dire que, dans le fond, que selon une étude publiée en 2021, 35,3% des entreprises de toute taille poursuivent leurs activités 5 ans après leur création, ce qui signifie que 64% ferment leurs portes dans leurs 5 premières années d'activité. Moi, j'ai regardé les statistiques les plus récentes que j'ai pu trouver. C'est des statistiques de 2023. Puis ça dit entre 2016 et 2020, en moyenne, après 5 années, 68,9% des entreprises du secteur des biens étaient encore en activité, comparativement à 55,8% des entreprises du secteur des services. Donc, ces statistiques ne reflètent pas les statistiques que moi j'ai trouvées, qui 30% des entreprises du secteur des biens et 19% des entreprises du secteur des services étaient encore actives 19 ans après leur entrée sur le marché canadien. Fait qu'il y a quand même un bon nombre qui est encore là après 19 ans. Fait que ces statistiques de 5 ans, je serais curieuse de voir où est-ce qu'elle les a pris, comme si elle peut nous donner le lien vers cette étude-là, parce que ça sonne pas comme si c'est des bonnes statistiques. Elle parle de l'investissement minimal de 20 $ à chaque mois. C'est le minimum qu'il faut payer. Si on paye pas ça, on n'est pas actif. On n'a pas de business qui fonctionne. Donc, si on n'est pas actif, on peut pas avoir nos commissions. En plus, pour rester actif, il faut aussi acheter des produits ou en vendre. Donc, pour 90 PV, si je me rappelle bien, ça a peut-être changé depuis le temps, là. Mais ça représentait, dans le fond, un shake. Donc, un sac de shake par mois, il faut le commander pour rester actif ou il faut qu'on en vende un par mois. Donc, souvent, ce qu'on fait pour rester actif, c'est qu'on commande notre shake. Et pour que notre business fonctionne, il faut faire les entraînements Beachbody. Donc, il y a comme 20 $ de minimum, mais en réalité, c'est beaucoup plus qu'il faut investir. Et malheureusement, il y a beaucoup de cet argent-là qu'on investit dans les produits de l'entreprise qu'on va pas revoir, mais que nos uplines vont faire des commissions chaque fois qu'on va consommer. Donc, elle, quand elle dit ça, et que finalement, les gens doivent acheter leur chèque, bien, chaque fois que quelqu'un achète son chèque, elle a fait une commission. Là, elle dit, en fait, elle sous-entend que les gens
qui réussissent pas, puis qui voient ça comme une loterie, c'est parce qu'ils n'ont pas rien fait. Ils ont attendu que les gens viennent vers eux. Mais qu'est-ce que tu fais des personnes qui travaillent fort et qui quand même réussissent pas à faire un revenu qui a de l'allure? Je suis certaine que tu en as eu plusieurs dans ton équipe comme ça. Et ces personnes-là n'ont pas rien fait, ils n'ont pas attendu. C'est juste que les chances n'étaient pas de leur côté parce que le marché est saturé. Pour vrai. C'est statistiquement parlant, mathématiquement parlant. On a fait le tour et puis c'est ça. La probabilité d'avoir un revenu qui a de l'allure puis de bâtir une business aussi grande que la sienne est très faible. C'est quasiment impossible parce que elle est rentrée il y a 10 ans, comme elle l'a dit. Ça fait 10 ans qu'elle est là, puis elle était dans les premières, si pas la première, au Québec. Et en marketing de réseau, quand on est les premiers, ben tout découle en dessous de nous. Veux pas. Fait que les personnes qui arrivent en dernier, ils n'auront jamais la chance d'être au même niveau qu'elle qui est arrivée en premier. Pas parce que tu paies tes frais mensuels de l'entreprise que tu représentes que tu vas recevoir un chèque par la poste. Non, c'est sûr. Mais c'est pas non plus parce que t'as rien fait, c'est parce que personne veut acheter ou personne veut être recruté. Sinon, on évolue dans le monde de la vente directe et il faut vendre pour réussir. Est-ce que c'est vrai? Parce que me semble que dans d'autres formations, elle dit en fait que pour réussir, il faut bâtir une équipe, il faut recruter. Fait que, je pense que là-dessus, on peut s'entendre que juste vendre, ça nous permet pas de réussir en marketing de réseau, malheureusement. Quelle est la définition du succès? Ça peut tellement être relatif. Ben, en entrepreneuriat, oui, il y a une part du succès qui est peut-être la notoriété, qui est la réputation, qui est le service à la clientèle. Ça fait partie tout du succès. Mais s'il n'y a pas de revenus, puis il n'y a pas d'argent qui rentre, puis il n'y a pas de profit, ben malheureusement, l'entreprise ne fonctionne pas, donc il n'y a pas de succès. Alors, on peut pas dire que on peut avoir du succès même si on fait pas d'argent. Si on fait pas d'argent, on peut pas vivre, on peut pas rien faire. Donc, c'est important de faire de l'argent, surtout quand c'est notre seul revenu. Et c'est ça le succès, en fait. En entrepreneuriat, c'est faire de l'argent. Pas d'argent, pas de business. That's it, that's all. Il y a un prix à payer pour réussir. Mais est-ce qu'il faut payer un énorme endettement, la perte de notre réseau, de nos amitiés, aussi la perte de notre avancement dans notre carrière si on a passé plusieurs années à se concentrer sur le marketing de réseau et que finalement ça n'a pas fonctionné parce que c'était très trompeur comme on nous a recrutés et finalement on nous a pas dit qu'on avait juste 1% de chance de réussir et que là on veut retourner sur le marché et vu que ça fait plusieurs années qu'on n'a pas travaillé et en plus qu'on dit qu'on était en marketing de réseau, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent pas nous engager. Fait que, est-ce que ça vaut la peine de risquer tout ça? Est-ce que c'est un prix à payer qu'il faudrait payer? Moi, je pense pas. Temps, énergie, dévouement, sueur, obstacles, défis, nuits courtes, c'est sûr. En entrepreneuriat, il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire, il y a un prix à payer, mais il y a beaucoup plus de chances de réussite quand on lance notre propre entreprise que quand on se joint à une entreprise de marketing de réseau. Es-tu prête à payer le prix pour réaliser ta vision du succès? J'espère que non, parce que le prix à payer, c'est perte financière, perte de son réseau, perte de sa carrière, perte de confiance en soi, perte de confiance en les autres, perte de ses repères parce qu'il y a beaucoup de manipulation psychologique, spirituelle, qui fait que quand on sort de là, on a un gros mind, comme on dit. Ce prix ne vaut pas la peine à payer. Je vous recommande de faire plein d'autres choses que de vous joindre en marketing de réseau si vous avez envie de faire quelque chose de nouveau. Prochaine publication, la dernière du top 5. Donc, encore une fois, une coach Beachbody. La façon la plus sûre de réussir, c'est de ne jamais abandonner parce qu'abandonner est la façon la plus sûre d'échouer. Ouh! Est-ce que c'est vrai? Moi, je pense que c'est faux. Parce que on va prendre l'exemple de arrêter de fumer. Pour réussir à avoir une meilleure santé, il faut abandonner la cigarette pour prévenir des maladies qu'on pourrait avoir à l'avenir. Donc, ce qu'elle dit, ça fait pas de sens. Aussi, des fois, pour réussir à avancer dans la vie, il faut être réaliste, se regarder dans le miroir et se dire, est-ce que ce que je fais en ce moment, ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un réel potentiel? Est-ce que c'est plus une passion? Est-ce que c'est plus un rêve que la réalité? Puis, malheureusement, des fois,
la réponse c'est ça fonctionnera pas. J'ai essayé, ça marche pas. C'est vraiment un rêve, c'est pas la réalité. J'aime pas ça finalement. Tu sais, il y a plein de raisons pourquoi finalement on dirait, c'est quoi? Ça marche pas, on essaye quelque chose d'autre, on passe au prochain. Et finalement, la prochaine chose qu'on fait, ben peut-être c'est ça qui va nous apporter du succès. C'est peut-être ça qui va faire qu'on va réussir à bâtir une entreprise qui nous ressemble, puis qui est éthique et qui rejoint nos valeurs. Donc, ce qu'elle dit, c'est pas vrai, mais elle dit ça, selon moi, pour justifier, pour dire en fait à toutes les personnes de son équipe qu'il faut pas abandonner. Parce que si les personnes de son équipe abandonnent, qu'est-ce qui arrive? Elle perd son argent de commission de leur consommation. Elle perd ses rangs, elle perd son revenu relié au rang et ça affecte en fait elle, son salaire, son revenu. Donc, elle a intérêt à dire à son équipe de ne jamais abandonner parce que si ces personnes-là abandonnent, ben elle, sa business, elle va s'écouler. On continue. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Le manque de ressources? Oui, c'est potentiellement vrai. Le manque de connaissances? Oui. Parce qu'en marketing de réseau, quand on pose des questions pour essayer de comprendre comment on peut réussir, souvent on a des réponses vagues et ça fait pas vraiment de sens. Qu'est-ce qu'on nous dit comme réponse? Donc, il y a un manque de connaissances parce qu'on pense qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Moi, pendant longtemps, j'essayais de faire le marketing de réseau différemment. J'essayais de comprendre comment les gens vivaient de ça en vendant X montant de produits. Là, j'essayais de faire plein de calculs, puis je comprenais rien. Puis on me donnait des réponses très vagues, très Ben en fait, c'est parce que la réalité, c'est que on fait de l'argent en recrutant. Et c'est tout. En ayant une équipe qui consomme les produits et en continuant de recruter des gens constamment, puis que les personnes en dessous de nous recrutent d'autres personnes. Le manque de bons contacts. En fait, si on n'a pas beaucoup de contacts, si on n'a pas un gros réseau, si on n'est pas à l'aise de rencontrer des gens, ben on pourra pas recruter du monde parce qu'à un moment donné, on fait le tour des gens qu'on connaît. Donc oui, ça peut être une raison qu'on en avance pas. Ensuite, le manque d'argent. Ben, le marketing de réseau cible souvent des personnes qui sont en difficulté financière, qui cherchent une solution rapide à leurs problèmes. Donc oui, il y a sûrement un manque d'argent. Et surtout que les programmes et les produits coûtent tellement cher que l'argent qu'on a, ben on la perd très vite. Et on s'endette à acheter des produits en pensant qu'on va refaire notre argent rapidement. Ah, il y avait aussi la bonne éducation, mais en fait, en marketing de réseau, il n'y a pas d'éducation nécessaire. N'importe qui en haut de 18 ans peut se joindre à l'entreprise. Si on vend des programmes fitness, des programmes d'entraînement, des programmes de nutrition, même des suppléments, si on n'a pas été éduqué sur tous ces sujets-là, il y a des risques sur la santé des gens qui vont consommer notre produit. Et si on leur conseille les mauvaises solutions, on leur conseille un supplément qui interfère avec leur médication, ça peut être problématique. Donc oui, il y a un manque d'éducation et c'est souvent un des doutes. Moi, j'ai eu ce doute-là au début quand j'étais avec Beachbody, puis je me disais, mais tu sais, j'ai pas étudié en nutrition, j'ai pas étudié en fitness. Pourquoi est-ce que les gens qui sont nutritionnistes puis entraîneurs, eux, ils doivent s'éduquer, ils doivent faire des études, puis que moi, je peux arriver puis faire ça. Puis là, je l'ai comme justifié que, mais tu sais, moi, j'ai un bac en communication et en fait, ce que je me charge, c'est vraiment le côté marketing. C'était ma façon de de justifier le manque d'éducation, mais moi, c'est peut-être aussi la façon que plusieurs personnes pensent, fait que c'est pour ça que je le dis. Que j'ai eu vraiment un gros problème au début. Je me suis posé la question, je devrais-tu retourner aux études pour faire des études sur l'activité physique, sur la nutrition, pour me sentir plus en confiance et de donner des conseils. Mais là, on n'arrêtait pas de me dire, non, t'as pas besoin de ça, tu fais juste suggérer des programmes, puis des produits, puis tout va être beau. Fait que là, quand on se fait dire ça, puis en plus, c'est plus attrayant, parce qu'aller à l'école, ça allait coûter cher, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'investisse plusieurs années encore de ma vie à l'école quand je venais juste de finir l'école. Fait que, tu sais, le manque d'éducation, c'est un des doutes, je pense, que beaucoup de personnes ont, puis qu'on se justifie que, mais tu sais, c'est pas nous qui développent les programmes, fait que c'est pas grave, c'est pas nous qui développent les suppléments. Il y a des professionnels, des experts qui se chargent de faire ça, puis nous, on a juste besoin de les vendre. Mais en réalité, quand on conseille
un de ces produits-là à des gens, ben ça peut impacter leur santé, puis c'est pas tout le temps de façon positive, puis malheureusement, ça peut mener à vraiment des problèmes que par la suite, on regrette d'avoir conseillé les gens dans cette direction-là. Fait que c'est pas très éthique, selon moi. Fait que tous ces doutes-là qu'elle a énumérés, selon elle, sont pas valides. Pas rapport. La vraie raison pourquoi là, que tu réussis pas puis que tu as envie d'abandonner, c'est qu'il te manque de la détermination. Il te manque du courage. Il te manque de la volonté, de la discipline et de la persistance de continuer. La seule chose que tu dois abandonner, c'est cette petite voix dans ta tête qui te dit d'arrêter. La petite voix dans ta tête qui te dit d'arrêter, c'est la raison. C'est ta voix logique. Fait que ce genre de publication-là, l'objectif, c'est de complètement détruire ta pensée critique, ta capacité à faire des choix qui sont logiques, qui sont rationnels. Ça ici, on vient attaquer ta personnalité et on dit, en fait, le problème, c'est toi. C'est pas ce que nous, on fait. Nous, ce qu'on fait, c'est bien correct. C'est vraiment toi le problème. Puis ça, encore une fois, c'est une tactique pour isoler les gens, puis on fait souvent ça aussi dans les mouvements sectaires, de déconstruire la capacité à quelqu'un de réfléchir pour ensuite prendre contrôle de ses pensées, on va dire ça de même, pour que cette personne-là fasse ce qu'on veut qu'elle fasse. Une fois qu'on a détruit sa pensée critique, on peut upload tout ce qu'on veut dans son cerveau parce que elle va juste suivre ce qu'on veut lui dire de faire. Puis c'est ça qui est dangereux, puis c'est ça qui arrive aussi dans des sectes, et c'est ça qui démontre aussi que le marketing de réseau, c'est des sectes commerciales. Alors, partage si tu te sens interpellé, il n'y a pas que toi qui as besoin de lire ceci. Personne n'a besoin de lire ceci, madame. Désolée. Mais bon, fait que ça, c'était notre top 5 des publications les plus trompeuses qui, selon moi, reflètent en fait vraiment beaucoup de messages qu'on voit passer et que les tops dans le marketing de réseau, peu importe la compagnie, c'est le même genre de messages qu'ils vont véhiculer pour que les gens se joignent à l'entreprise, restent dans l'entreprise, investissent leur argent et l'investissent le plus longtemps possible pour que ces personnes-là fassent de l'argent pendant que les autres perdent plein d'argent et s'endettent. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé de mon top 5 et si vous avez vu des publications que vous croyez qui devraient faire partie de mon prochain top 5, envoyez-le moi par courriel. Mon courriel est dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous dis merci encore et à la prochaine.